Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo Ethical Deep, et je serai toujours votre hôte, Blanc Swan. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons continuer notre folle aventure vers l'apprentissage sur l'intelligence artificielle, le deep learning, etc. Et donc, déjà, je remercie, j'ai eu quelques petits retours par rapport à la première vidéo, ça fait plaisir de voir que ça a intéressé des gens, et donc je vais aussi essayer de faire en podcast, comme ça, pour ceux qui qui veulent écouter ça en courant, en faisant de la cuisine ou n'importe quoi, au moins je vais essayer de décrire au plus possible les choses qui sont sur ma présentation, mon exposé. Et donc on va faire le petit résumé précédent. L'autre fois on a vu le Good Old Fashioned Artificial Intelligence, GOFIA, donc qui comprend l'intelligence artificielle symbolique. On connaît mieux grâce à ça au système expert, donc les agents experts, avec une base d'experts, d'expertise, de réseau d'experts. Donc des règles qui sont définies par des experts à la main. Et les réseaux sémantiques, donc la sémantique des mots, comme Wikipédia, Wikidata, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au réseau de neurones, au MLP, aux neurones artificiels et un peu à leur histoire, parce que ça date pas d'hier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit bond en avant, entre guillemets, avec cette histoire dans les années 80, qu'en pleine guerre froide, les États-Unis, je crois que c'était la CIA, qui demandait en fait à des chercheurs de chez IBM de faire de la classification d'images. Pour détecter ou non des chars dans une image, dans une caméra de surveillance ou que sais-je. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va utiliser les réseaux de neurones, parce que les années 80, c'est à peu près la période où il y a eu on va le voir plus tard, mais le renouveau des réseaux de neurones et des techniques d'apprentissage comme la backpropagation, que j'expliquerai après. Et l'idée de ce réseau de neurones, c'est simplement de classifier si mon image contient un char ou non. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récolté un dataset pour faire de l'entraînement supervisé, comme ce que l'on pourrait faire lorsqu'on apprend quelque chose. On montre une image de chat et une image de chien, et nous, on est capable de à peu près reconnaître toutes les images de chat et de chien en visualisant une ou deux. Là, pour le réseau de neurones, il en faut bien plus, donc ils récoltent une centaine d'images de chars et une centaine d'images de forêt, sans les chars. Du coup, ils entraînent leur réseau de neurones pour détecter, et c'est génial, le réseau de neurones réussit à 100%, il est imbattable pour détecter des chars et des forêts. Du coup, la CIA, il récolte un nouveau jeu de données pour le tester. Voilà, du coup, le but c'est que ça soit sur le terrain, ce truc. Donc ils refont des photos de chars et de forêts, mais les résultats sont catastrophiques. Le réseau de neurones est tout pourri. Il fait pas mieux que si on tirait un dé au hasard et voilà, que 50% de réussite, quoi. Et ils se disent, ouais, c'est pourquoi ça marche pas. C'est bizarre, ça, hein. Ouais, c'est dommage. En fait, le gros problème qui s'est passé, c'est que les images de test, c'était issues d'une météo ensoleillée, et les images d'entraînement, c'était avec des nuages et de la brume. Et donc, en fait, le réseau de neurones, qu'est-ce qu'il a simplement appris? C'est détecter s'il y a des nuages ou non sur la photo. Et donc, ça met le doigt sur quelque chose que l'on va revenir à la fin, et que ce sera notre fil conducteur tout au long de cette mini-série de vidéos, c'est le jeu de données. Parce que le problème des réseaux de neurones, c'est que c'est débile. Ça apprend juste un pattern, entre guillemets. C'est pareil pour les LLM. Si j'entraîne mes LLM sur des textes issus d'un petit moustachu assez excité, ce modèle il va pas dire attends, c'est pas terrible comme texte, ou sur des contenus satanistes, voilà, ou racistes, le modèle il va pas avoir un aspect autocritique, quoi, il va générer du texte raciste. Et donc c'est pour ça que le cœur de l'intelligence artificielle, du deep learning, c'est le jeu de données. Une phrase que j'adore dire, garbage in, garbage out. Si on met de la do basse en entrée, on aura de la do basse en sortie. Et donc, c'est ce que nous verrons après, mais la richesse des entreprises qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle, OpenAI, Gemini, Google, c'est le jeu de données. Et comme par hasard, Google, Facebook et tout ça,
et bah niveau collecte de données, ils sont pas mauvais. Je ne leur jette pas la pierre, hein, parce que bah, derrière tout truc gratuit, il y a toujours une contrepartie. Mais coup de bol, pendant toutes ces années, ils ont récolté des données, et maintenant qu'on a besoin du deep learning et qu'il en faut beaucoup, et bah c'est bien pratique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu que ça va être un peu notre fil conducteur, et que ça va être un peu le cœur de ces vidéos. Mais revenons en arrière, on rembobine, et nous allons s'intéresser à deux personnes qui sont extraordinaires. On pourrait en faire une série Netflix, tellement que ces deux personnages sont fantastiques. Qui est le duo Warner McCulloch et Walter Pitt. Deux personnes extraordinaires. Et donc je vais un peu vous raconter leurs histoires, on va y passer un peu de temps parce que c'est intéressant. On va s'intéresser en premier temps à Warren McCulloch, donc né en 1898 et mort en 1969. Et donc il est polymathe visionnaire en fait, c'est un gars qui était bon un peu de partout, neuroscientifique, en psychiatrie, poète, philosophe, avec des titres d'articles un peu, pour l'époque, hein, un peu piquants, hein, un peu exotiques. Pourquoi l'esprit est-il dans la tête, par exemple? Voilà. Il aimait bien un peu envoyer des taquets aux autres. Et donc, pourquoi lui il est important? En fait, il a vachement travaillé dans la cybernétique, les réseaux de neurones, avec Pitt, bien entendu, c'est ce que nous allons voir après. Et puis, bah, c'est quelqu'un aussi qui est réputé d'être haut en couleur, parce qu'on a un peu vite tendance à catégoriser les scientifiques comme des gens qui n'ont pas de vie sociale, qui sont un peu barbants, écrire des maths sur les tableaux. Bah, lui, il faisait bien la fête. Voilà, hein, il avait une ferme dans Old Lyme, si je prononce bien, et donc en fait il se faisait des petites soirées pool party, histoire de s'amuser, de se faire plaisir, quoi. Il avait bien raison, il savait vivre, au moins à l'époque, donc c'est assez rigolo. Donc quelqu'un voilà, haut en couleur, qui était pas apprécié par tout le monde dans le milieu scientifique, mais on va pas lui enlever qu'il a créé quelque chose de plutôt bien, avec qui? Avec Walter Pitt. Né en 1923 et mort en 1969, donc on peut voir que c'est quelqu'un qui n'a pas non plus eu une méga grande vie. D'ailleurs, je crois que j'ai fait en plus une erreur sur mes dates 1969, ils sont pas morts tous les deux la même année. Bref, du coup, Pitt, il n'a aucun diplôme, il n'a jamais eu l'occasion de faire des diplômes. Malheureusement, il est issu, il y a eu des gros soucis familiaux, hein, avec un père plutôt violent, qui avait la main leste sur sa femme et ses enfants. Et donc il a quitté le foyer familial à l'âge de 15 ans. Et totalement autodidacte en mathématiques, logique et informatique. Donc pour l'époque c'est plutôt costaud parce qu'il n'y avait pas les mêmes ressources ressources littéraires que maintenant. Et petite anecdote que j'adore, à l'âge de 12 ans, hein, voilà, bon, au lieu de... C'est quelqu'un qui aurait pu tomber dans la délinquance sans souci, mais heureusement la bibliothèque l'a sauvé, donc il a passé 3 jours à la bibliothèque municipale pour lire les principes fondamentaux des mathématiques, donc créés par Principia Mathematica de Russell. Il a lu ça pendant 3 jours à la bibliothèque. Moi à 12 ans je ne faisais pas du tout ça. Je regardais les zinzins de l'espace à la télé et c'était très bien. Vous voyez les cafards pour ceux qui connaissent. Et du coup, bon, il les lu, il les comprend, hein, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, il voit qu'il y a une erreur dans le livre et il envoie une correction, une petite lettre à Monsieur Russell pour lui dire qu'il y avait une erreur. Hein, voilà. Et donc en plus, Russell, bien bluffé de ça, va l'inviter plus tard à étudier, en fait, à essayer de se former, parce qu'en fait c'est un esprit brillant tout simplement. Et puis c'est quelqu'un à l'âge de 15 ans qui était sans appris, sans diplôme, mais avec un cerveau hors norme, et donc ça c'est juste admirable pour lui. Et donc pour lui il a une histoire assez importante, je vais un peu m'y attarder parce que c'est deux personnes que j'apprécie beaucoup. Pitt, malheureusement, hein, il a été un peu... Voilà, il a eu toujours une vie un peu compliquée, où il est tombé dans l'alcool, suite à de nombreuses problèmes, on peut dire psychologiques, ou voilà, quand le pauvre il traîne des casseroles à cause de son passé d'enfance, tombé dans l'alcool, et puis il est un peu mort tout seul, et voilà, c'était un peu dommage.
Mais c'est des personnes, je vous invite à aller chercher plus en détail sur internet, des gens ils ont fait des super biographies sur lui, sur ces deux personnes, et je vous les recommande. D'ailleurs, petite parenthèse que j'allais oublier, McCuloche, allez voir cette vidéo sur YouTube de lui qui est interviewé par une chaîne de télé quelconque, où il présente en fait sa théorie sur les réseaux de neurones artificiels qui ont été faits avec Pete. Et le gars il est en short, torse-poil avec une clope dans son salon. Et je pense même, je rigole hein, mais ils lui ont dit, il a dû accueillir l'équipe technique en slibard, ils ont dû lui dire bon, vous pouvez peut-être mettre un slip pour l'interview. Mais ce gars, je vous enverrai le lien de la vidéo, c'est extraordinaire, je vous la recommande, c'est de l'histoire, de l'intelligence artificielle, c'est du vrai. Voilà, donc du coup, ces deux loulous, en 1942, du coup ils se rencontrent par le biais d'un ami en commun, et donc Pete, à l'âge de 18 ans, il commence avec McCuloche de discuter ensemble, ils discutent chiffon, et leur discussion de chiffon mène à est-ce que comme le cerveau, comment le cerveau fonctionne en fait? Parce que en fait c'était un peu le début où on commençait à avoir des belles recherches sur le cerveau humain, et on s'aperçoit que les cerveaux fonctionnent de manière logique avec des micro-opérations. Et comme disait Turing, c'est que toute tâche complexe peut être décomposée en suites logiques. Ils se disent ah bah c'est bien ça. C'est une bonne idée. Parce qu'un neurone qu'on a nous, ça fonctionne en signaux électriques. Voilà. 1 ou 0. Et donc, comme je disais, à cette époque, la neurologie découvre que le neurone fonctionne en tout ou rien. Et ensuite, qu'en cybernétique, on étudie aussi les systèmes de rétroaction et de feedback. Donc, voilà. Et puis tu combines ça avec des recherches de la théorie de calcul de Turing, où on sait qu'un calcul peut être décomposé en opérations simples, bah, ils se disent, ah bah tiens, on va mélanger tout ça, et on va poser les fondations des réseaux de neurones de maintenant. En fait, ils réfléchissent sur le fait qu'un neurone, ça peut être comme un interrupteur, où il reçoit un signal 1 ou 0, et en fonction du signal, et bah, ça va allumer ou non la lumière à la fin, comme voilà, un porte tout ou rien. Et donc, sur le schéma que je vous présente là, pour ceux qui ne voient pas, un neurone, ça va être quoi? Ça va être des signaux électriques en entrée, un signal électrique en sortie, et on va assigner aux signaux électriques en entrée des poids, donc un poids qui va être propre au neurone. Et nous allons faire en fait un produit scalaire sur ces poids et ces signaux en entrée, une somme. Donc par exemple l'entrée 1 multiplié par l'entrée le poids 1, plus l'entrée 2 multiplié par le poids 2, plus etc. le produit scalaire quoi. Et ce chiffre-là, nous allons le passer dans une fonction d'activation qui est un seuil. À l'époque, ils ont utilisé un seuil logique. C'est simple, si la valeur est supérieure à ce seuil, ça active le neurone ou non. Maintenant, on utilise des seuils plus compliqués, mais nous les verrons bien après. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette révélation permet de voir? C'est qu'en fait, avec ces neurones artificiels, nous sommes capables de réaliser des portes logiques. Qu'est-ce que c'est que les portes logiques? Donc, à savoir qu'un CPU, maintenant, ça fonctionne à peu près en porte logique, hein, les transistors et tout ça. Les portes et ou XOR. Il y en a d'autres, hein, il y a le non, le NAND, bref, il y a un peu des petites variantes. Mais on va simplifier les choses. Donc la porte E, c'est très simple, il me faut l'entrée 1 et l'entrée 2 pour que ça s'active. La porte OU, il me faut soit l'un, soit l'autre. Et la porte XOR, c'est un peu différent, ça fonctionne comme un OU, sauf que si les deux sont à 1, la sortie est à 0. Voilà. Et donc avec cette théorie qui propose, eh ben, on est capable de réaliser des portes logiques. Donc je vais vous faire la petite démo. Donc en fait, on assigne, alors il n'y a pas d'apprentissage, on assigne à la main le seuil et la valeur des poids. Et en fonction de ce que l'on veut, eh ben, ça va faire l'action que l'on souhaite. Pour le et, bah, c'est simple, il faut mettre un seuil à 1 et un poids à 1 pour chaque entrée. J'en ai 2 des entrées, si j'active les deux, bah, 1 plus 1, ça fait 2. C'est supérieur ou égal à 2, ça s'active. Voilà. Le OU, on fait la même chose, sauf que le seuil il est à 1. Et les poids sont aussi à 1. Et donc, si j'en active 1, eh ben, il y a un poids donc ça fait 1. C'est supérieur ou égal à 1. J'active mon neurone. Si j'ai les deux, bah, ça me fait une valeur à 2. Et si j'active 0, bah, j'ai 0. C'est aussi simple que ça.
On peut même faire une porte XOR en combinant 2-3 trucs, en mettant des poids à -1 et à 1. Je ne vais pas vous épargner les calculs derrière, mais en gros, en mettant un seuil, donc en voulant faire un et inversé, on va mettre le seuil à -1,5 et ses entrées seront à -1. Et donc, en faisant quelques opérations mathématiques, si on active les deux, le et inversé va mettre à 0. Si on active l'un ou l'autre, le et inversé va activer sa sortie. On combine ça sur la première couche avec un OU, et on termine avec un et, qui va être le neurone final. Donc avec 3 neurones, on est capable de créer une porte logique XOR. Et le XOR, c'est très utilisé en cryptographie, pour des CPU. Le XOR, c'est quelque chose de très important, de très puissant. Et donc, grâce à cette représentation, plutôt qu'on pourrait paraître basique, mais la théorie, elle est quand même là, elle est quand même posée, c'est une révolution pour l'époque. On est capable de réaliser des calculs, et donc, d'après Turing, on est capable de réaliser des opérations complexes grâce à des neurones artificiels. Par contre, disclaimer, ils ont posé les bases, mais le talon d'Achille, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage automatique. Voilà. Et ça va tout être le défi de ces 40 prochaines années. Je parle à partir de 1946, pas les 40 prochaines années maintenant. Ça va être d'apprendre automatiquement et de pouvoir réaliser des réseaux de neurones à plusieurs couches. Mais bon, à cette époque, en 1943, c'est tout simplement les GOAT. Les GOAT, ils sont au top du top, ils ont le top du swag, et grâce à ça, ils révolutionnent tout simplement l'intelligence artificielle. Que demander de plus ? On avance un peu dans le temps, en 1957, en gros 10 ans après, Frank Rosenblatt, beau gosse, soit dit en passant, pour ceux qui ont l'image, va concevoir le perceptron, qui va incorporer une notion d'apprentissage, de mise à jour automatique des poids, et de rétroaction avec les erreurs. Donc en fonction de son erreur, je vais modifier les poids d'une certaine distance. On va s'imaginer du fait que j'ai un robot. Le but de ce robot, c'est qu'il doit descendre en bas d'un bol, et le robot il voit rien. Il sait juste à quel point il fait juste et il fait faux. Et le but, c'est qu'il descende dans la direction où il fait juste. Et là, ça va être exactement la même idée, cette notion de rétroaction et de mise à jour des poids. Et donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que les poids, au début, ils sont initialisés aléatoirement, et on va les modifier au fur et à mesure, comme si on voulait trouver notre bonne chaîne de radio. Sauf que là, on peut avoir des centaines de milliers de poids, voire des milliards, quand nous sommes à l'état actuel, comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. On est toujours sur la même base que ce qu'ont proposé McCulloch et Pitt, et toujours maintenant. C'est juste que nous rajoutons des outils en plus dessus, nous faisons évoluer cette théorie pour que ça s'applique en pratique. Donc l'algorithme, je vous l'affiche ici, du perceptron, je vais pas vous le détailler maintenant parce qu'il y en a pour 10 plombes, mais ce qui est important de savoir, c'est la notion de mise à jour des poids en fonction de ce que mon modèle a fait juste ou pas juste. Donc en gros, c'est cette distance entre ma réussite et comment je fais faux. Donc c'est pour ça qu'il faut des données labellisées. Quand je vous disais tout à l'heure les images de chats et de chiens, enfin de chars et de forêts, c'est labellisé par à la main par des humains. Et la notion importante, c'est le learning rate, qui est ni plus ni moins une notion de pas dans le temps. Donc si je mets un learning rate grand, je vais faire des grands pas. Si je mets un petit learning rate, je vais faire des petits pas, donc l'apprentissage va être plus long. C'est comme si, imaginons, je voulais trouver ma chaîne de radio, au lieu de tourner de quelques degrés, à chaque fois que je tourne de 90 degrés le bouton, je risque de jamais tomber sur la radio que je veux. Voilà, je pourrais pas arriver à Skyrock ou à Énergie. Ouais. Je vous fais une petite démo de cet algorithme. En fait, on va imaginer que je vous mets à votre disposition, vous avez deux catégories de points. Les oranges à gauche et les bleus à droite, qui sont nettement délimités. L'objectif, ça va être de faire de la classification, que mon réseau de neurones soit capable de dire ce point-là, est-il à gauche ou à droite. Du coup, on va imaginer que, pour simplifier, vous visualisez, mon neurone, il n'y en a qu'un, il y en a deux,
j'ai un poids, il n'y en a que 2 pour l'axe des X et l'axe des Y, et un troisième pour les biais. Donc, les deux X et Y vont permettre de savoir la rotation de ma droite, pour ceux qui voient en live. Donc en gros, l'objectif de mon neurone, ça va être de trouver la bonne rotation de ma droite. Donc faut imaginer une droite, hein, une droite qui part, qui est ligne, c'est une ligne droite linéaire, il n'y a pas de complexité, elle ne fait pas de courbe ou de shape, c'est une linéaire. Et un troisième paramètre qui va permettre de délimiter sa position de gauche à droite ou de haut en bas en fonction de son orientation. Et ça va tout être là, la notion de cet apprentissage, c'est de trouver la bonne position de la droite pour délimiter ces deux clusters, ces deux groupes de points. Ce qu'il faut imaginer, c'est que maintenant, quand on a plusieurs couches de neurones, c'est ce qu'ils vont faire, c'est que chaque neurone va être capable d'extraire une certaine feature. Donc, je mets un petit taux d'apprentissage pour pas que ça aille trop vite, et je démarre l'entraînement. Du coup, je vais passer tous mes points à mon réseau de neurones, et en fonction de sa réussite ou de ses erreurs, je vais tout simplement, je vais en plus il a déjà terminé, je vais corriger cette notion d'erreur qu'il a fait et mettre à jour mes poids au fur et à mesure. Là on peut voir qu'en quelques étapes, il a réussi à trouver la bonne position de la droite. Et donc, impeccable, tout marche bien. Du coup, mon neurone est capable de délimiter proprement la gauche, les deux clusters de points. Voilà. Du coup, comme vous pouvez voir sur l'image, ce qui se passe, c'est que en 69, un coup de froid, un article va déglinguer les travaux sur les neurones, sur les perceptrons. Parce que les gars, ils se disent, ouais, c'est bien, en gros, vous pouvez faire des droites qui séparent proprement deux clusters de points, sauf que le XOR, qui lui est un peu plus compliqué. Il ne faut pas une droite, mais il en faut deux. Donc en théorie, il faudrait 3 neurones, comme on l'a vu tout à l'heure. Du coup, c'est là où il met le doigt où ça va pas. Il dit, ouais, mais c'est bien votre outil, mais on peut pas entraîner votre neurone à faire une porte XOR. Donc votre système de neurones, c'est mauvais. Voilà. Non, il n'a pas dit comme ça, mais en gros, c'est pas viable. C'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose. Et donc du coup, le coup de froid qui arrête toute la recherche dans les neurones, dans les réseaux de neurones et tout ça, ça s'arrête en 1969, et il va falloir simplement attendre à peu près 80-86, plutôt 80 même un peu avant, en gros 15 ans, 10 ans, on va dire 10 ans, pour que ça reparte. Et donc pendant ces 10 années, c'est un peu la fin des neurones artificiels. Et c'est chais, hein, voilà, tout simplement. Comme disent les jeunes, c'est ballot. Dommage. Ouais. Bref, du coup, à cause de ce XOR, on arrête tout. Et à savoir que à cette époque, c'était un peu la bagarre entre l'IA symboliste, donc les systèmes experts en gros, et les connexionnistes, les neurones. Et donc du coup, ça a un peu été la victoire pour l'IA symboliste, les systèmes experts symboliques, quoi. Et une petite défaite pour le connexionnisme. Mais bon, ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc de 1969 jusqu'à 1980, en gros, c'est la fin de la recherche en intelligence des réseaux de neurones. Du coup, je fais une petite parenthèse. Vu que la recherche s'est arrêtée, on va s'arrêter dessus pour le moment. Pour vous dire qu'il y a eu d'autres algos en 68, notamment le Astar, qui est un algo très puissant pour la recherche du plus court chemin sur une grille. Donc c'est été utilisé par exemple pour notamment des algorithmes pour trouver la direction dans les GPS ou par exemple vous voulez pendant longtemps la SNCF l'utilisait pour rechercher les meilleurs itinéraires de train pour aller d'un point A à un point B. Et donc l'idée du Astar, c'est pas du réseau de neurones, c'est pas de l'IA symbolique, c'est juste des maths, mais c'est de l'IA, pas que ces deux trucs.
Et du coup, ça marche avec la distance de Minkowski, qui est une distance un peu mieux que la distance euclidienne, où en gros, distance euclidienne, c'est vol d'oiseau. Distance Minkowski, c'est, imaginons que vous êtes à Manhattan. Je prends Manhattan parce qu'elle s'appelle la distance de Manhattan. Bah, t'es un taxi, tu veux aller du point A à un point B, bah tu peux pas faire la distance d'oiseau. Hein. Il y a des bâtiments au milieu, donc il faut faire des angles droits, des trucs comme ça. Donc il met cette distance de Manhattan, elle a été conçue bien avant, hein, le Astar. J'ai pas noté la date d'ailleurs. Et donc en fait le Astar va utiliser cette distance comme heuristique, car le but de cet algorithme c'est de minimiser la distance. Bah, c'est de chercher parmi donc un graphe, on a plein de possibilités, soit d'aller à gauche, à droite, en haut, en bas, et ben on va dans la direction qui minimise notre distance. Et à force de faire ça, de faire cette exploration un peu récursive, on arrive à trouver notre distance optimum pour aller du point A au point B. Voilà. Donc Astar, créé par 3 personnes, Peter, Niels Jones Nilsson et Bertram Raphael. C'est plutôt cool, toujours utilisé, ça marche très bien, pas besoin de LLM ou de réseau de neurones, des bonnes vieilles maths feront l'affaire. Bref, maintenant, on va s'intéresser au terme principal, la backpropagation, qui est tout simplement qui est le mot technique, la technique principale pour entraîner plusieurs couches de neurones. Parce que là, actuellement, nous étions sur un seul neurone, et il faut qu'on soit capable d'entraîner un réseau de neurones. Donc, du coup, la backpropagation, c'est quoi l'idée? C'est de propager le signal de mise à jour des poids de la sortie du neurone, donc de la fin jusqu'au début. Donc, on appelle ça une forward propagation, on va du début jusqu'à la fin, et backpropagation, on va de la fin jusqu'au début pour mettre à jour les poids. Et donc cette backpropagation, il a fallu un peu de temps quand même, parce qu'en gros, je vous fais l'histoire rapido. En 1970, Seppo Limaina, voilà, pour sa thèse de maîtrise, pour la thèse de maîtrise, il y en a, ils vont faire des trucs sur... moi j'ai pas fait ça pour ma thèse de maîtrise, J'ai fait un truc... j'ai fait sur de la cryptographie des neurones, mais j'ai pas révolutionné le monde de l'intelligence artificielle. Il y en a, ils sont pas mauvais quand même. Bref, c'est là où il met les prémices de la première vision moderne de la rétropropagation, donc backpropagation, qu'il appelle le mode inverse de la différenciation automatique. Voilà, donc il pose ça, qui est les fondations de l'IA moderne. On va dire que c'est... c'est plus de la notion théorique que applicative en production, sur le terrain on va dire. 82, donc quand même 12 ans après, on a la première application pour montrer que grâce à cette backpropagation, le réseau de neurones est capable d'apprendre à plusieurs couches, donc 82 fait par Paul Werbos. Et ensuite en 85-86, un trio, Rumelarf, Hinton et Williams. Donc sur ma présentation j'ai juste mis la tête de Rumelarf, mais ils sont 3, voire même plus, parce que souvent on nomme une personne mais ils sont plusieurs. Et donc ils vont vraiment réaliser des opérations complexes, multicouches d'apprentissage avec ces réseaux de neurones. Et donc ça va relancer totalement la hype sur les réseaux de neurones, et on est reparti comme en 46 à l'ère de McCulloch and Pitt. Et donc, ce qui nous donne l'introduction des MLP, Multilayer Perceptron, à ne pas confondre Google par My Little Pony. C'est souvent qui me sort ce truc. Et donc l'idée maintenant, c'est qu'on est capable de mettre plusieurs neurones ensemble sur plusieurs couches. Donc on a des couches cachées, on appelle des hidden layers, et une couche de sortie et une couche d'entrée. C'est plutôt pas mal quand même, à dire, parce qu'en fait c'est toujours utilisé maintenant, on est toujours... c'est bien. C'est bien. Ça date des années 80. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ces belles choses, en choses plutôt cool? On a Teddy Garmon qui a fait ce jeu de backgammon, et donc ça a été fait par Gérald Tesoro,
1990 par IBM. Ouais, il travaille chez IBM, quoi. Et donc en fait, j'adore cette petite histoire. C'est qu'alors, c'est la deuxième itération, hein, parce qu'avant, il appelait ça... comment il appelait ça déjà? Ah voilà, ça avant s'appelait Neurogammon, et là il a la deuxième version qu'on parle, c'est TDGammon, qui est la meilleure version, où il introduit tout simplement la notion d'apprentissage par renforcement. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage par renforcement? Donc on a vu l'apprentissage supervisé, je te montre une image de chat et de chien, voilà, bref. Donc il faut labelliser au début, ça c'est un peu chiant du coup, de labelliser les données. Du coup lui il se dit, bon c'est chiant de labelliser les données, surtout pour apprendre à jouer. Donc c'était la première version, hein, du Neurogammon, en gros c'était des labellisations faites par des joueurs expérimentés de backgammon. Mais le souci c'est qu'en gros, ton système sera pas meilleur que ces joueurs-là. C'est dit, comment les faire meilleurs que ces joueurs-là? Bah on va faire un apprentissage par renforcement. L'idée c'est quoi? Je suis un enfant. Je dis, la gazinière, le feu, ça brûle. D'accord? Comme tout gamin, on s'est dit, ouais, les parents ils sont bien gentils, mais ils vont se faire voir. Du coup, tu mets la main sur le feu. Apprentissage par renforcement, tu te brûles. Du coup, tu as un reward, on appelle ça des rewards, score négatif. Tu t'es brûlé. Ah, c'est dommage. Du coup, la prochaine fois, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets pas la main dans le feu. Du coup, ton reward est positif, parce que t'as pas mal. Et bah là, c'est la même chose. Bon, alors, on va pas frapper l'ordinateur avec des bâtons, mais on va lui donner des rewards positifs et négatifs. Dans un jeu, ça s'y prête super bien, parce qu'en fait, un jeu, bah, les règles sont modélisées, tout est modélisé, tout est, entre guillemets, il y a une frontière, en fait. Donc c'est super bien, ça. C'est pratique, parce que bah, si le joueur, si le robot, là, le Go, le réseau de neurones fait des choix tout pourris, et bah, il va se faire déglinguer par... il va se faire tout simplement déglinguer. Du coup, c'est ça qui est plutôt fantastique. Et donc, en fait, ce robot était capable de se faire des parties entre lui-même. Au début, il jouait comme une quiche, mais vu qu'ils sont capables de faire des centaines de milliers de parties en même temps, et bah, ils apprenaient petit à petit les coups et les stratégies. Vu que le reward positif, bah, c'est de gagner par rapport à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Stupéfiant, donc dans les années 90, ce petit programme des années 90, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de carte graphique RTX 3080 Ti, hein, c'était des petits machins qui étaient moins puissants que notre téléphone. Hein. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh ben, il poustre tout le monde. C'est pas mal, quand même. Hein. Et en plus, il invente des techniques, là, le Go. Le réseau de neurones. Parce que, bah, vu qu'il a testé des milliers de parties, pourquoi pas? Mais gros warning, hein, derrière, c'est pas de la magie, comme on a vu tout à l'heure, c'est des neurones artificiels, que l'on a vu, hein, comme basés sur le truc de McCulloch Pitt, et du perceptron, multilayer perceptron, etc. Donc en fait, le neurone, il est capable d'apprendre grâce à cette technique d'apprentissage par lui-même. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Alors il y a des limites, hein, l'apprentissage par renforcement, je fais ces petites parenthèses. C'est que en robotique, par exemple, nous sommes dans un milieu ouvert, hein, où la physique, c'est compliqué de modéliser le monde entier. Hein. Si je fais une voiture autonome, ça va être facile de faire un algo dans GTA qui va conduire tout seul, mais dans la vraie vie, ça va être compliqué. Parce que si un mémé qui décide de traverser sans regarder, enfin voilà, il y a plein de choses compliquées. Quoi. Ouais. Donc ça s'y prête bien pour les jeux, mais un peu moins pour la réalité. Mais ça reste cool quand même. Voilà, et donc du coup, on va revenir un peu sur notre petite histoire des années 80. Quelle est en fait la clé de la réussite de l'IA? Parce que la technique, bon bah voilà, hein, ça date des années 80 en gros, même avant. Et pourquoi maintenant OpenAI c'est si cool, Gemini c'est si cool et tout ça? Qu'est-ce qui fait la richesse de ces entreprises? Eh bah c'est la donnée, la data. C'est grâce à ça qu'ils sont capables de faire des réseaux de neurones performants parce qu'ils ont une donnée de haute qualité. Et donc forcément, comme je disais, garbage in, garbage out, mais high quality in, high quality out. Et donc tous les clouds et les compagnies et les machins, et bah c'est ce qui fait leur richesse. Et donc c'est un peu là-dessus où on va se terminer. Quel est le problème quand on utilise ce genre d'API des OpenAI gratuits? Et pourquoi c'est extraordinaire? Parce que eux derrière vous interagissez avec leur système, ils peuvent collecter la donnée et l'utiliser pour apprendre.
Et donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais si vous êtes un milieu de la médecine, un milieu du... je sais pas, vous êtes une entreprise avec une expertise technique, en fait, vous leur donnez gratuitement. Voire même vous payez, parce que OpenAI, les abonnements sont payants, ou Gemini aussi. Mais et en plus, vous leur donnez des données toutes fraîches. Donc du coup, oui, je veux pas dire ne pas les utiliser, c'est pas ça que je veux dire. C'est en avoir conscience, c'est pas pareil. C'est en avoir conscience que le fait que, quand vous leur envoyez des documents professionnels, personnels, bah derrière, vous leur offrez une richesse de données pour améliorer leur réseau de neurones. Alors vous allez dire, bah c'est cool, comme ça on a des meilleures IA. Oui, tout à fait. Après, c'est à vous de voir, quoi. Comme je dis, je vous informe. Et donc la petite différence avec Infomaniac, par exemple, c'est que bah, derrière, il y a une protection de la vie privée et des données, donc derrière, on va pas les récolter. L'inconvénient, bah, c'est bien pour vous. L'avantage, c'est que c'est bien pour vous. Hein. Derrière, bah, vos données, elles sont là. L'inconvénient, c'est que, bah, effectivement, il peut y avoir un gap entre les réseaux de neurones, les LLM, hein, qu'on appelle ça maintenant, open source, disponibles à tout le monde, où les poids, on parle de notion de poids, hein, comme tout à l'heure, sont accessibles à tout le monde, et les IA privées, où bah, là, il faut payer pour y avoir accès. Voilà, cette belle histoire des réseaux de neurones, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve très rapidement pour la suite de cette série, The Ethical Deep. Sur ceci, je vous fais de gros bisous.